Bonjour à tous. Bienvenue à la table ronde sur les 10 idées reçues sur le métier d'agriculteur. La Jeune Chambre économique de Montargis. Là, il y a trois membres et moi également. On est parti d'un constat simple, fin 2016. C'est qu'il y avait une morosité ambiante dans le monde agricole. Et le but de la Jeune Chambre, c'est de répondre à des problématiques qui va se poser sur son territoire. Nous, c'est l'agglomération montargoise et ses alentours. Et suite à cette morosité, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les agriculteurs. On voulait pas non plus faire du social, des aides et tout ça. On s'est dit tiens, faut leur redonner un peu d'envie et on a créé le salon de l'agriculteur, quoi. Sur ce salon qui a lieu toute la journée, il y a une table ronde ce matin, il y a une table ronde cet après-midi du champ à l'assiette qui sera animée par Cédric Boussin. On a également des portraits photos et des portraits vidéo qui ont été faits d'agriculteurs. On a une expo photo qui a été réalisée par le club photo d'Amilly. Et on a également vers l'autre amphithéâtre un marché de producteurs. Voilà. Sur cette table ronde, les 10 idées reçues, elle vient on avait fait un micro-trottoir pour savoir quel était le ressenti et s'il y avait un intérêt de faire le salon des agriculteurs. On avait fait ça, ça avait été fait rue Dorée, voilà. Et on s'est dit, il faut peut-être qu'on réponde quand même à quelques questions et surtout quelques idées reçues. Et moi, qui suis également agriculteur, on s'est dit non, on peut pas laisser ces idées-là sans permettre à des agriculteurs d'en débattre. À ma droite, on va avoir 3 agriculteurs et moi-même, et je vais les laisser se présenter l'un après l'autre sur l'activité qu'ils font et leur petite particularité à chacun. Jean-Christophe. Merci Nicolas. Je suis Jean-Christophe Bouclé. Je suis installé à titre principal en agriculture sur Neuville-aux-Bois, en grande culture. Je me suis diversifié il y a quelques années maintenant vers l'agriculture biologique pour essayer de répondre au plus près aux besoins des consommateurs. J'ai développé une filière un petit peu sur les légumes de plein champ particulièrement, que je vends en direct soit à la ferme ou soit sur des marchés de gros pour essayer d'aller toucher le consommateur plus directement. Voilà, je me sens concerné aujourd'hui par les idées reçues qu'on va aborder tout à l'heure avec Nicolas. Voilà. Maxime Guizard, je suis agriculteur à Aigris, à côté de Bonne-la-Rolande. J'ai une petite surface, 44 hectares en grande culture sans irrigation, avec une diversification en safran que j'ai repris à un autre agriculteur l'année dernière. Une culture qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre, qui est déconnectée du marché mondial. On joue surtout sur le côté terroir, et le contact direct avec le consommateur. Et depuis un mois maintenant, je suis président des jeunes agriculteurs, qui est un des 4 syndicats agricoles reconnus du Loiret. Jean-Philippe Siméan, je suis agriculteur à Corbeil, en Gâtinais. Installé depuis 6 ans après une carrière de 15 ans de technico-commercial en coopérative. J'exploite une ferme qui compte 190 hectares sur laquelle je pratique l'agriculture de conservation. Ce qui fait que j'ai un assolement qui est très diversifié vu que j'ai 11 cultures sur l'exploitation. Voilà. Et à ma gauche, pour essayer de synthétiser un peu les idées reçues, les membres de la Jeune Chambre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller leur dire directement ou de faire remonter sous forme de petits papiers ou vous poser directement les questions et ils synthétiseront et puis on va animer un peu le débat. La souris. Une des plus grosses idées reçues et qui frustre aujourd'hui franchement les agriculteurs, c'est les agriculteurs pollueurs. Là on a une photo vraiment, à mon goût, très cliché. Je vais vous laisser commenter ce type de photo et dire
Si oui, c'est pas une photomontage, donc ça a bien été fait. Qu'est-ce qui a été amélioré aujourd'hui et pourquoi on a plus ce genre de truc dans nos campagnes? Jean-Philippe? Concernant l'agriculteur pollueur, je ne vais pas vous dire en fait qu'on a une activité en fait qui présente pas de pollution, parce que toute activité en fait présente de la pollution. Mais d'un autre côté, on s'applique à avoir le moins d'impact environnemental. Quand on voit une photo en fait qui est comme ça, je me cache pas en fait pour traiter, mais je vais aller chercher en fait les meilleures conditions pour le faire. Donc généralement, à moins d'être vraiment très matinal, vous ne me verrez jamais en fait traiter. C'est-à-dire que le matin, je vais me lever en fait très tôt pour avoir les meilleures conditions d'application. Donc, c'est-à-dire pas de vent, de l'hygrométrie, ce qui permet deux choses, c'est d'avoir d'une part en fait un produit qui va atteindre sa cible, et deuxième chose, de pouvoir pratiquer de la modulation de dose, donc de pouvoir travailler des produits qui vont être employés en fait au tiers, voire au quart de la dose, vu qu'ils sont appliqués en fait dans les meilleures conditions. Donc des images comme ça, alors effectivement, en fait, malheureusement, on en trouve encore aujourd'hui, et il suffit toujours d'avoir en fait un agriculteur ou une pratique qui se fait à un moment donné pour que ça reste ancré et que ça fasse en fait, ça, oui, tout à fait. Là, en fait, avec une image comme ça, on voit très bien qu'il est en pleine journée, qu'il y a du vent, puisqu'il y a de la dérive. À mon avis, son pulvé n'est pas passé donc au contrôle, parce qu'aujourd'hui, donc les pulvérisateurs sont contrôlés. Il y a un contrôle technique qui est fait dessus. Sa cabine n'est certainement pas adaptée non plus pour protéger l'agriculteur qui est à l'intérieur. Enfin, il y a rien qui va en fait sur ce genre de photo. J'ajouterais quelque chose qui est évident pour les agriculteurs, mais qui est malheureusement pas forcément connu de la population, c'est que ce qu'on cultive, c'est du vivant. Et du vivant, comme nous, ça a besoin d'être entretenu, ça a besoin d'être soigné, ça a besoin d'aliments. L'aliment, c'est l'engrais. Et ça a besoin d'être soigné, c'est les produits phytosanitaires qu'on applique. Ça a besoin d'être protégé, c'est d'autres produits phytosanitaires qu'on applique. Et que ces produits coûtent extrêmement cher. Et qu'on est les premiers à veiller à les utiliser le moins possible, ne serait-ce que pour des raisons économiques, et à les appliquer au meilleur moment pour éviter de passer plusieurs fois, on va mettre des doses plus importantes qui coûtent plus cher. Donc évidemment, on tient à l'environnement et c'est notre outil de travail, donc on souhaite le protéger. Et en même temps, pour des raisons de bon sens économique, on veille à traiter le moins souvent possible et dans les conditions optimum pour éviter d'avoir à recommencer ou pour préserver au mieux la récolte. Mais à chaque fois, c'est par nécessité qu'on applique un produit. Il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien de systématique non plus. Ça dépend de la parcelle, ça dépend de la production. Mais c'est pas quelque chose, comme ça a pu l'être il y a malheureusement longtemps, quelque chose de systématique où voilà, le voisin sortait le pulvé, mais on le faisait aussi. C'est plus du tout ça et les mentalités ont énormément évolué sur l'application des produits phyto. Malgré tout, c'est des produits chimiques quand même, du coup, que vous utilisez. Comme les antibiotiques que vous prenez quand vous avez une grippe. Alors, pour ma partie, c'est intéressant, je voudrais rebondir aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que la chimie aujourd'hui en agriculture. Moi, j'ai la chance de faire une partie de mon exploitation en agriculture bio, donc ça me permet d'aller rechercher vraiment tous les produits qui existent, plus naturels, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va appliquer, comme pour vous, des fois de l'homéopathie, qui va pas forcément être issue de la chimie, mais on peut appliquer on va dire des molécules plus naturelles, comme le cuivre ou des choses comme ça, mais il faut pas non plus les mettre dans l'excès. Donc c'est toujours un équilibre à trouver en fait. Moi c'est par rapport à la photo. C'est pas parce qu'un produit finalement est naturel qu'il est forcément bon pour notre organisme et pour les plantes, et c'est pas parce qu'un produit est issu de la synthèse et de la chimie qu'il est forcément mauvais. Un excès de cuivre, tu partais sur le cuivre, enfin c'est néfaste pour les sols quoi. C'est ça, tout en gardant à l'image du bon sens paysan, en disant que la terre c'est notre outil de travail. Si on vient polluer notre terre, on n'aura plus rien derrière. Donc c'est le bon sens, c'est ce que les gens et les médias essaient de casser un petit peu. Donc c'est la responsabilité de l'agriculteur, l'engagement pour la qualité de la terre. Et par rapport au pulvé, j'aimerais revenir parce que on parlait des bonnes conditions d'application et tout ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que vous le savez, vous êtes un public averti, on a quand même investi énormément les agriculteurs dans les outils de pulvérisation. Aujourd'hui, un pulvé, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est des contrôles techniques pour veiller à ce que qu'il n'y ait pas de problème dessus. Il y a des coupures GPS de tronçons. C'est de la haute technologie. Il y a de la robotique embarquée. C'est des produits de haute technologie. Et l'agriculture, c'est un secteur où il y a le plus d'investissement en robotique au monde. Faut quand même le savoir.
Donc c'est vrai que voilà, et on n'est pas contre l'évolution. Alors après, c'est vrai que souvent on a besoin des pouvoirs publics parce que des investissements comme ça, c'est énorme sur une petite exploitation. Donc c'est là où intervient le regroupement avec d'autres agriculteurs ou des demandes d'aide sur certaines parties, quoi. C'est important de le préciser. Voilà. Pourquoi on retrouve alors encore des traces de nitrates, voilà. Pourquoi si du coup tout le monde est responsable et tout le monde fait attention, pourquoi est-ce qu'il y a encore des problèmes à ce niveau-là? Qui se lance. Déjà, il y a deux choses. Il y a les produits, des résidus de produits pour être plus exact, qui sont persistants, de produits qui sont interdits pour quelques-uns depuis plusieurs décennies, qu'on retrouve encore dans les sols. Et c'était les produits qui étaient à l'époque autorisés, qui étaient pratiques et peu chers, et donc qui ont été massivement utilisés. On s'est rapidement rendu compte qu'ils étaient néfastes pour l'homme et pour l'environnement. Du coup, ils ont été interdits. Mais ça n'empêche pas de trouver encore des résidus. Et après, on ne peut pas empêcher... malheureusement, quelques brebis galeuses. Dans le Loiret, on est 3000 agriculteurs. Malheureusement, il y en a encore quelques-uns qui font des excès. L'administration les sanctionne et c'est normal. Mais il y a de manière générale une prise de conscience énorme sur l'impact des produits phyto et sur la modération autant que possible des doses, tout en gardant l'objectif que l'agriculteur, il est là pour produire de l'alimentation et que c'est un choix qu'on fait que d'appliquer des produits phytosanitaires pour protéger notre rendement. Le but, c'est pas d'entretenir l'environnement, le but, c'est de produire de l'alimentation. Et pour produire de l'alimentation, il faut des plantes qui soient saines. Et pour avoir des plantes qui soient saines, il y a des itinéraires techniques et il y a des produits phyto. Et alors, Oui. je m'interroge, du coup, comment vous êtes contrôlé en fait? Est-ce que c'est des contrôles aléatoires? Est-ce que... moi, j'en sais rien du tout. Déjà, pour revenir sur les nitrates, en fait, que ce soit des applications en fait, d'engrais, que ce soit des applications de phyto, tout est cadré. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas appliquer des doses d'engrais de manière en fait anarchique en disant plus on en met plus on en a. C'est-à-dire qu'en fait ça répond à un schéma en fait d'agriculture qui existait en fait il y a 10 ans. Ou il y a 10 ou 15 ans où là plus on en mettait plus on en avait. C'est-à-dire qu'en fait on avait des cours de produits, que ce soit céréales ou autres, qui étaient rémunérateurs. Donc ce qui faisait en fait on avait une intensification qui faisait que plus on mettait d'intrants, plus il y avait une réponse en fait à la courbe de rendement. Aujourd'hui, on est sur une démarche en fait de rendement économique, puisqu'en fait on a des cours en fait de céréales qui sont à un niveau qui ne permettent plus ces pratiques et qui d'un autre côté en fait étaient complètement déconnectés de l'environnement. Donc aujourd'hui, que ce soit une application en fait de produits phyto, que ce soit des doses d'engrais, tout est cadré et aujourd'hui, en cas de contrôle, on doit être en mesure de pouvoir fournir la justification en fait du traitement ou de l'application en fait des engrais. Ouais, c'est des contrôles aléatoires alors. Ouais. Donc il y a des contrôles en fait qui sont aléatoires, il y en a qui sont ciblés, il y en a qui sont sur dénonciation aussi. Et donc c'est l'administration, c'est la DDT qui. Mais on peut aussi être demandeur de contrôle dans le cas par exemple de certification. Pour l'agriculture biologique, quand on a le label AB, on est demandeur de contrôle. C'est ce qui nous donne notre label. Donc on n'a aucun intérêt c'est notre valeur ajoutée. Donc justement... J'aimerais revenir aussi sur quelque chose donc une autre idée reçue. Je pense que là on pourrait passer plus de 2 heures sur agriculteur pollueur. Donc une autre idée reçue, j'ai pas la slide, mais c'était donc pour être agriculteur, pas besoin de diplôme. Tout à l'heure tu nous as parlé de la robotique et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelqu'un plus classique comme ça peut s'installer agriculteur et puis faire ce qu'il veut dans son champ, quoi? C'est sûr que sur cette partie, je pense que ça a énormément évolué. Bon, on est quand même d'une génération assez jeune aujourd'hui. Et c'est vrai que l'expérience, aujourd'hui, on fait des études supérieures pour être agriculteur, évidemment, parce qu'on se fait des expériences partout, on rentre dans des entreprises, on se fait des expériences pour revenir des fois après s'installer en agriculture. C'est rare un jeune aujourd'hui qui s'installe à 18 ans. C'est des investissements énormes, il faut déjà être bon gestionnaire, on est des chefs d'entreprise, donc on a besoin d'être formé tout au cours de notre cursus, quoi. Donc, et je pense qu'au niveau national, je crois, même je suis sûr, que les agriculteurs ont un niveau d'études supérieur par rapport aux chefs d'entreprise. Le BTS devient pratiquement le minimum requis, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ne serait-ce que pour s'installer, déjà, il est nécessaire d'être diplômé. Pour s'installer avec les aides, attention. Voilà. Pour s'installer avec les aides, en fait,
le système d'aide pour les jeunes agriculteurs, je pense que tu pourras en parler, il est soumis à certaines règles et il faut aujourd'hui avoir finalement un diplôme qui soit agricole et qui soit le bac. C'est ça le minimum aujourd'hui requis pour... Bac ou BTS, et j'ajouterais que non seulement il faut avoir un diplôme agricole qualifiant, donc bac ou BTS, et en plus il y a une évaluation de ses compétences qui est faite avant qu'on s'installe. C'est ce qu'on appelle le 3P, le plan de professionnalisation personnalisé, où on fait le bilan de ses compétences techniques et économiques, gestion de manière générale, et on planifie sur les 3, 4, 5 premières années d'installation les formations qui sont nécessaires pour être suffisamment qualifiés. Et je rappellerai quand même que les agriculteurs sont la profession qui se forme le plus tout au long de sa carrière. Et de loin, devant n'importe quelle autre profession, on est ceux qui faisons le plus de formation continue durant toute sa carrière, parce qu'on a un métier qui évolue énormément en termes de technique, où il y a beaucoup d'avancées justement sur les produits phytosanitaires et les moyens de s'en passer, économique aussi, et réglementaire, où il y a énormément d'évolutions. Donc tout au long de sa carrière, on se forme, et on a, de ce point de vue-là, un comportement qui est plutôt exemplaire. Est-ce que c'est vrai pour toutes les générations ? Parce que là, vous nous avez parlé effectivement des nouvelles générations qui sont encadrées et où ça a été, je pense, pas mal retravaillé en termes de critères pour arriver à une exploitation. Mais qu'en est-il des exploitants qui sont là installés depuis plus de 20 ans et qui, pour pas continuer sur, on va pas continuer sur pollueur, mais est-ce que c'est des gens qui du coup sont sensibilisés justement en fait que c'est pas forcément en mettant plus qu'on aura plus à la fin. Sur pollueur, en fait, c'est plus sur l'ancienne génération, donc aujourd'hui qui arrive à la retraite ou qui avait 50 ans, a dû en fait passer son certificat. C'est quand ils se sont installés, il n'y avait pas besoin de diplôme particulier pour pouvoir appliquer ces produits. Aujourd'hui, chaque applicateur de produits doit avoir un certificat. Donc c'est connaître les bonnes pratiques, c'est connaître son matériel, c'est une formation de 2 jours, je pense, certificat aujourd'hui. Donc tout ça, ça fait partie des formations qui sont nécessaires pour formation continue, quoi. Et au-delà de la pollution, aujourd'hui, pour être agriculteur, c'est de la gestion d'entreprise. Les marchés se sont ouverts au monde. Quand on fait du blé, que ce soit en Australie, en Amérique du Sud, au Canada, du blé dur, du Mexique maintenant. Donc c'est des marchés qui sont quand même très instables. Donc un agriculteur doit être un bon gestionnaire d'entreprise. Donc déjà, il doit être formé pour gérer sa boutique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, est-ce que le meilleur agriculteur sera un jeune qui reprend la ferme de son père en gardant les mêmes procédés, on va dire, ou est-ce que c'est un jeune qui a fait Sciences Po, qui a absolument pas d'exploitation nulle part, mais qui va se dédier à l'agriculture? On voit déjà les 2 exemples. On a des jeunes sur Paris qui ont fait des grandes écoles de commerce qui sont partis travailler sur l'or vert de l'Ukraine, par exemple. Voilà, on travaille le colza là-bas de manière exceptionnelle. Donc aujourd'hui, en France, sur une petite exploitation familiale, si on se pose pas les bonnes questions, en termes de gestion d'entreprise et de rentabilité économique, ça peut être très compliqué. Donc je pense que voilà, ça rejoint la formation et je pousse tous les jeunes qui sont là à pousser vraiment leurs études de manière très diversifiée pour se reconcentrer sur l'agriculture après. Donc en fait, en théorie, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, rien ne l'empêche de s'installer, sauf que si je comprends bien, du coup, il n'a pas d'aide. Et en gros, la pérennité de son entreprise, elle est quand même un peu menacée. C'est compétences, du coup. Mais ça n'empêche pas, mais rien ne l'empêche. C'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne va pas trouver de métier dans l'agriculture. Parce que l'agriculture recrute énormément. Donc c'est pas... Aujourd'hui, il faut que les jeunes s'enlèvent de l'idée que s'ils n'ont pas d'exploitation, si ils n'ont pas 100 hectares, ils ne peuvent pas s'installer, ils ne peuvent pas être agriculteurs. Finalement, aujourd'hui, il y a un énorme besoin donc, de main-d'œuvre au sein de l'agriculture. On est vraiment en pénurie. Et donc, un jeune ou même un moins jeune ou quelqu'un qui n'a pas de diplôme peut tout à fait s'épanouir dans l'agriculture sans forcément être installé et en prenant des responsabilités dans une exploitation. Et j'ajouterais que ce qui compte, c'est les compétences. Le diplôme et les formations, c'est un moyen d'acquérir les compétences. Les compétences, on peut les acquérir aussi par la pratique. Et on a des gens qui font un BPRA, donc une formation plus courte qu'un BTS, de manière à valider des compétences et pouvoir accéder aux dispositifs aidés. Mais les compétences, on peut les acquérir par la pratique. Et c'est même, de mon point de vue, indispensable d'avoir à la fois un diplôme pour connaître les notions et d'avoir pratiqué avant de s'installer, comme tout métier, mais en agriculture particulièrement, où il faut être plus que pragmatique et donc avoir une vision concrète du métier. Bon, on va
avoir une autre idée reçue qui doit concerner plus, on va dire, la famille, enfin l'environnement social de l'agriculteur. Être agriculteur, c'est être seul. Donc bon, on a dit qu'on faisait déjà des formations et tout, c'est l'occasion de rencontrer plein de monde. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Être seul sur son exploitation si on est agriculteur? Non, c'est pas. Enfin, pour mon cas, c'est pas du tout ça, puisqu'en fait, je fais partie d'un groupe d'échange qui s'appelle Phytosol, sur lequel en fait on est une vingtaine d'agriculteurs, où on va se retrouver 4, 5, enfin 6 fois ou même plus en fait sur l'année pour échanger sur nos pratiques. Et par le biais de Phytosol, on achète aussi un conseil en fait qui est indépendant de la vente. Et donc il y a deux choses en fait, c'est l'échange de nos pratiques et éventuellement en fait le travail en commun. Donc moi aujourd'hui j'ai du matériel en fait en commun, je dois avoir 80% de mon parc matériel qui doit être en commun. Donc en fait je partage en fait une moissonneuse à 4, je partage un semoir à betterave, on est 9, une intégrale pour arracher des betteraves où on est 15. Et ça crée, c'est pas uniquement du partage de matériel, c'est du travail. Tout à fait. Donc, et ça, c'est donc que le monde agricole finalement. Mais il me semble que tu as d'autres plaisirs personnels, la musique ou tout ça, et même sur ton exploitation, tu as d'autres projets pour j'ai d'autres projets, c'est-à-dire que l'agriculteur n'est pas seul, enfin celui qui veut être seul, il ferme les portes de la ferme et puis quelque part en fait il se ferme au monde. Aujourd'hui en fait on a un gros travail en fait de communication à faire. Moi aujourd'hui j'invite qui que ce soit en fait à venir sur la ferme pour que je lui explique en fait et que je lui montre réellement mes pratiques et en fait l'environnement parce que c'est vrai que bien souvent une visite vaut mieux qu'un grand discours, donc il y a plein de choses en fait, on a plein de choses en fait à raconter en fait sur notre exploitation. Donc, et j'ai après c'est à titre perso, mais j'ai des je vais organiser avec mon beau-frère un festival de rock sur la ferme fin juin. En fait, c'est servir du lieu finalement pour pouvoir accueillir. Oui, tout à fait, mais surtout avec un public qui sera composé beaucoup de citadins et c'est aussi le moment et le moyen en fait de faire partager des choses et de briser un petit peu des idées reçues, quoi. Donc, alors comment on explique? Parce que on a vraiment l'impression, là, enfin c'est peut-être parce qu'il y avait le salon de l'agriculture qu'on en parlait, mais il y a un taux de suicide apparemment chez les agriculteurs qui est assez élevé. Donc du coup voilà, moi je raccroche ça aussi à la solitude. Après bon, il y a diverses raisons, ou même les chiffres qui sont là, mais c'est une idée reçue vraiment ou c'est une réalité? On a le plus fort taux de suicide, on a la profession qui a le plus fort taux de suicide, c'est malheureusement une réalité. Après c'est pas... Comment dire, la solitude est un des éléments, mais si on prend France Télécom ou La Poste où il y a eu des polémiques il y a quelques années, c'est des gens qui sont beaucoup moins seuls que l'image qu'on a des agriculteurs. Et ça n'empêche pas d'avoir de la détresse au travail. Et aujourd'hui, ce qui, pour la plupart, engendre des situations de détresse, c'est la détresse économique. L'année dernière, le revenu moyen des agriculteurs, c'est 327 € par mois. Il y a un tiers des agriculteurs qui n'a pas plus prélevé de revenus de toute l'année 2017. Donc ce qui cause la détresse, c'est avant tout un manque de résultats, un travail qui est hors norme. Et pour ça, et je vais vendre un peu ma boutique, on est la profession aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, qui se forme le plus tout au long de sa carrière. Et on est aussi la profession qui est la plus syndiquée, tous syndicats confondus. Et c'est à chaque fois et des groupes d'échange pour parler de la détresse économique et faire remonter nos attentes. Et en même temps, à un moment de convivialité, on se retrouve, on a tous les mêmes problématiques, que ce soit des problématiques techniques ou des problématiques économiques. Et c'est un endroit où on peut discuter librement, on peut se confesser, j'allais dire, s'exprimer librement. Et souvent, les syndicats au niveau local servent un petit peu de défouloir et d'expression. Et enfin, nous, on a un ancien président JR qui est là, qui dit toujours la convivialité. Parce qu'au-delà de l'engagement syndical et de la promotion du métier, il y a l'échange entre les adhérents qui est important. Et même sans être adhérent d'ailleurs, il y a toujours une sympathie entre les agriculteurs, on a plaisir à se retrouver, que ce soit à la COP ou au bout du champ, pour discuter et échanger quelques mots. Et on n'est pas tout seul dans son tracteur à longueur de journée comme on peut le voir. Je ne sais pas combien de collègues on peut croiser dans la semaine avec qui on peut discuter, mais c'est important.
Du coup, malgré ce que tu nous dis là, comment expliquer que 74% des agriculteurs, enfin, après je sais pas d'où viennent les chiffres qui ont été présentés, mais il y avait 74% des agriculteurs qui se sentent seuls. Comment expliquer ce fait malgré l'existence des syndicats et le... La solitude, en fait, pour mon cas personnel, qui a changé maintenant, elle peut être aussi liée donc, au nombre d'heures qu'on fait et tout ça, et la difficulté que les jeunes aujourd'hui vont avoir à fonder une famille, quoi. Et je pense qu'une grosse partie donc, de cette solitude chez les jeunes agriculteurs peut se trouver là, quoi. Et c'est souvent lié donc, aux contraintes de notre métier. Au nombre d'heures, la crainte qu'on peut avoir finalement à défendre le métier d'agriculteur quand on est jeune. On n'a pas le même aplomb, on n'a pas les réponses que nos agriculteurs là, peuvent avoir, et ce qui peut expliquer des fois un certain enfermement et donc une notion de solitude. Une autre idée reçue qui a été qui est sortie et que toi tu as légèrement abordé, c'est les agriculteurs ne gagnent pas bien leur vie. On peut débattre, oui, vrai, faux, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que bien gagner sa vie? Voilà, la question est là. Est-ce que gagner sa vie, finalement, c'est vivre tranquillement avec les petites fleurs dans les prés et puis ne se soucier de rien, ou c'est avoir la belle voiture? Donc il y a, je pense, cette notion de savoir qu'est-ce que c'est de gagner sa vie, et je pense qu'on peut peut-être aussi aborder un peu l'idée de revenu. Tu en as parlé un peu. Déjà, ce qui est important, c'est que chacun fixe son propre seuil de revenu. Chacun a ses propres objectifs, ses propres responsabilités, son propre endettement personnel lorsqu'il a repris une exploitation, son propre temps de travail. Trop longtemps, les agriculteurs ils considéraient qu'il fallait gagner le SMIC, qu'on fasse 20 heures ou 80 heures par semaine, comme c'est le cas de certains éleveurs. C'est plus le cas maintenant, chacun a ses propres objectifs de rémunération et c'est normal. Après, aujourd'hui, il n'y a pas une agriculture et un type de modèle agricole, il y en a une variété immense. Il y a certains agriculteurs qui ne gagnent pas leur vie, c'est le cas particulièrement en céréales, c'est le cas dans certaines productions d'élevage, mais il y a tout un tas d'autres agriculteurs qui gagnent bien leur vie. C'est le cas des apiculteurs, c'est le cas de tous ceux qui ont des diversifications en maraîchage et qui vendent en circuit court, c'est le cas de ceux qui ont des modèles bio qui fonctionnent, c'est le cas de ceux qui ont réussi à réduire leur charge de production et des techniques simplifiées, c'est aussi le cas de ceux qui font des productions spécialisées. Nous, dans le Pithiviers, on fait... C'est aussi le cas en fonction de la tranche d'âge qu'on a. Oui. Il y a quand même beaucoup plus d'agriculteurs en fin de carrière, finalement, qui vont quand même correctement gagner leur vie, et d'énormes difficultés chez les jeunes agriculteurs aussi. Ça dépend des modèles. Nous, dans le Pithiviers, il y a une spécialisation sur des blés améliorants. C'est des blés spécifiques qui servent notamment à faire les pains McDo, les buns. Il y a la moitié de la farine des buns de McDo qui vient du Pithiviers. Et ça crée une valeur ajoutée, on va dire, à la production, qui permet d'augmenter un petit peu le revenu et de s'en sortir un petit peu mieux. Il y a énormément de production dans les betteraves rouges. Le Loiret est le premier département producteur de betteraves rouges. On ne le sait pas forcément, mais c'est une culture qui est aussi à forte valeur ajoutée, avec des contraintes évidemment. Mais on ne peut pas généraliser le fait qu'on ne gagne pas sa vie. Ça dépend des modèles, ça dépend du contexte. C'est très variable. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on a des cours en céréales qui sont très faibles. Ça n'a pas toujours été le cas. Si on prend les 10 années qui précèdent, les revenus en production céréalière ont été de manière générale au-dessus de ce qu'on pouvait attendre. Les chiffres que vous donniez tout à l'heure, c'était une moyenne, c'était sur tous les secteurs de l'agriculture? Une moyenne sur le département du Loiret, sur l'ensemble des productions. Il y a eu une conjonction l'année dernière de cours mondiaux qui sont très bas et depuis longtemps, et en même temps de récoltes qui ont été faibles dans certaines zones, liées à des problématiques de maladies ou d'intempéries. Et voilà. Rappelez-vous peut-être le chiffre, parce que tout le monde n'était pas là au tout début, mais ça me paraît. Le moyen des agriculteurs l'année dernière, 327 € par mois, et un tiers des agriculteurs qui ne s'est pas du tout prélevé de revenus sur l'année 2017. Et, pardon, je le précise, les 327 € là, et le fait de ne pas se prélever de revenus, c'est après avoir reçu les aides PAC, hein, c'est pas avant. Les gens considèrent toujours que les aides PAC, elles arrivent sur nos comptes privés et que c'est de l'argent frais et sonnant. C'est pas le cas. Ces résultats-là, c'est une fois les aides PAC pris en compte. Hein.
Donc, si on parlait d'installation et tout ça, doit-on forcément être fils ou fille d'agriculteur pour devenir agriculteur? Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet de père en fils ou en fille, ou finalement la porte est ouverte à tout le monde? Je pense que la porte est ouverte évidemment à tout le monde. Après, c'est vrai que l'agriculture, c'est un peu comme un virus. Quand on est né avec l'agriculture, on peut être très vite passionné, on peut avoir très vite les valeurs de l'agriculture, le bon sens paysan, le cadre de vie. C'est ce qui nous implique particulièrement dans notre métier. Après, aujourd'hui, si on regarde plutôt l'aspect économique de l'agriculture, il y a un fort développement de nouvelles agricultures. Je parlais tout à l'heure des jeunes diplômés de Sciences Po parisiens qui investissent l'agriculture, par exemple, urbaine ou périurbaine, pour recréer du lien sur les territoires avec les consommateurs. Après, c'est vrai que cette idée reçue, elle va vraiment être indépendante du système d'agriculture. Si on parle aujourd'hui de reprendre une exploitation de 1000 hectares en grande culture, si on n'est pas né dans le métier et qu'on n'a pas un petit peu de foncier, il va falloir un fonds de pension qui va apporter des fonds, des capitaux. Ça va être une usine à gaz, ça va être très compliqué. Ça existe, au-delà de ça, dans certains pays d'Europe centrale, par exemple. Après, aujourd'hui, la porte, elle est ouverte évidemment à tous les challengers de l'agriculture pour apporter de la valeur ajoutée et puis aussi de travailler ensemble et de ne pas être tout seul, quoi. Voilà. Et pour donner un chiffre concret, dans le Loiret, encore une fois, l'année dernière, il y a un tiers des agriculteurs installés qui sont hors cadre familial. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lien avec le cédant, avec le fermier qui a vendu sa ferme, jusqu'à la 4e génération. Je pense que c'est parlant. Donc il y a une partie de ces hors cadres familiaux qui sont quand même issus de l'agriculture, mais qui n'ont pas repris l'exploitation familiale ou qui en ont repris une autre. Et ce qui est important, c'est que tu en parlais très bien, il y a de nouvelles agricultures qui se mettent en place, notamment les maraîchages en zone urbaine, maraîchage, ortie, pépi au sens large, et que ça recrée des exploitations agricoles, c'est-à-dire qu'ils reprennent soit des terres qui appartiennent aux communes, soit une toute petite partie d'une exploitation plus grande. Ils recréent une structure agricole et ils recréent de l'emploi agricole. Et ça, c'est quelque chose que pendant très longtemps, on a perdu de l'emploi agricole, on a perdu de l'actif agricole, des gens qui sont installés en agriculture. Et avec ces nouvelles formes d'agriculture, on recrée de l'emploi. Et souvent, pas systématiquement, mais souvent, ces personnes-là ne sont pas issues du milieu agricole directement. Vous quatre, du coup, sur vous quatre, il y en a combien qui sont... Alors moi, je suis fils d'agriculteur. Ouais. Et j'ai repris pour partie, et puis bientôt, le restant, la ferme de mon père. Alors moi je suis fils d'agriculteur aussi, mais c'était une exploitation très petite. Donc aujourd'hui, au sens viabilité du terme, elle n'y était pas. Donc en fait, moi j'ai travaillé 10 ans dans une entreprise de semences, en fait, et j'ai eu l'opportunité parce que j'étais piqué par le virus, en fait, de retrouver une exploitation un peu plus viable, on va dire. Voilà. Mais donc pas celle de son mais pas père, celle de mon père, voilà. Fils d'agriculteur, mais mon père n'a jamais réussi à grandir son exploitation non plus, ni à trouver une diversification, donc il travaille à plein temps à l'extérieur. Toute sa carrière, il a fait ça, c'est-à-dire qu'il faisait l'agriculture le soir et le week-end, en complément parce que c'est une petite structure. Moi, je tenais à m'installer, du coup, j'ai repris, en hors cadre familial, mon activité safran à l'extérieur auprès d'un agriculteur qui cherchait à la céder pour la transmettre. Et donc, c'est grâce à ça que je me suis installé. Et aujourd'hui, ce qui fait mon revenu, c'est la partie safran, c'est pour mes 44 hectares en grande culture. Donc moi je suis petit-fils d'agriculteur, mon père lui a fait carrière dans l'industrie laitière et donc j'ai repris avec mon épouse l'exploitation en fait familiale, donc ce qui fait que... De l'exploitation de ta femme. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, Si on parle de l'exploitation de ta femme et que tu es installé avec ta femme, voilà, est-ce que c'est un métier d'homme l'agriculture? non, c'est pas un métier d'homme, non, on a aujourd'hui en fait de moins en moins d'activités en fait contraignantes physiquement. Alors après tout dépend en fait du type d'agriculture, mais mon épouse en fait participe au même titre que moi aux travaux des champs et même elle est surtout demandeuse quand nos enfants sont assez chiants, en nous disant en fait t'aurais pas un tour de tracteur à me faire faire parce que là ça va plus. Et c'est plus un métier d'homme, ça l'a été parce que il y a encore quelques décennies c'était extrêmement physique. Ce l'est beaucoup moins grâce à la mécanisation et avec l'arrivée de l'agriculture 2 et 3.0, ce l'est de moins en moins et c'est très bien. Donc n'importe qui, homme ou femme, peut être agriculteur aujourd'hui.
Après, faut être pragmatique. Il y a une immense majorité des agriculteurs qui aujourd'hui sont des hommes. C'est pas pour autant que c'est un métier d'homme, c'est juste le cas. Et je vais être monsieur chiffre aujourd'hui, sur l'année 2017, il y a seulement 8% des jeunes qui sont installés qui sont des femmes. Et c'est un défi pour nous que de réussir à attirer des femmes en agriculture. Aujourd'hui, le métier est neutre et mixte. N'importe qui, homme ou femme, peut être agriculteur, mais on a toujours ce préjugé et il faut réussir à le casser pour qu'il y ait davantage de femmes qui soient agricultrices. Et justement, est-ce que c'est promu notamment en termes, quand il faut choisir les études pour devenir exploitant, est-ce qu'il y a une promotion qui est faite envers les femmes ou pas du tout aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a dans le lycée du Chénois, par exemple, aujourd'hui, a complètement changé de visage par rapport à il y a 15 ans et même encore bien avant, quoi. Enfin, je sais pas, enfin, on a des profs on a des profs, quel pourcentage on a de femmes dans le lycée du Chénois aujourd'hui? 50-50 au total. Après, sur le BTS Axe qui forme beaucoup à l'installation. 47-53. On est peut-être à 40-60. 40% de filles, 60% de D'accord, donc filles. il y a quand même une tendance à une augmentation. Est-ce que, par exemple, les chiffres de 2016 étaient plus bas en termes de jeunes femmes qui s'installaient en pourcentage par rapport? Qui sont beaucoup plus longs, je pense. Et on va avoir des statistiques des fois qui peuvent circuler où on dit qu'il y a un tiers des exploitations, des exploitants qui sont des femmes. Ce chiffre est un peu faussé parce qu'il y a bon nombre d'agriculteurs avant de partir à la retraite, en fait, prennent leur retraite et installent leurs femmes pour continuer à travailler et faire quelques points à retraite à leurs femmes. Donc c'est pour ça que des fois les statistiques, ça dépend comment on les regarde, quoi. Donc il y a beaucoup de femmes qui s'installent finalement en fin de carrière pour permettre à leurs hommes de continuer finalement les champs. Et donc, j'ajouterais juste un point, c'est qu'on est parfaitement conscient de l'enjeu. Et un élément marquant, c'est dans quelques mois, il va y avoir les élections chambres. Et aujourd'hui, sur les élections de chambre, dans le collège exploitant, justement, on est dans l'obligation de présenter un tiers de femmes. Et c'est un enjeu pour nous, et c'est bien qu'il y ait une contrainte aussi, parce que ça force à laisser toute leur place aux femmes en agriculture et à faire en sorte qu'à terme, on arrive à la parité. Indépendamment de tout ça, c'est vrai qu'on dit agriculteur métier d'homme, mais en fait, il faut différencier le métier du statut, parce que bien souvent, même dans des exploitations, on va retrouver une épouse qui va travailler à l'extérieur. Il y a toujours en fait une femme qui se cache derrière un agriculteur qui va participer en fait à la vie de la ferme, mais pour lequel en fait on va pas le chiffrer. C'est-à-dire qu'en fait il y aura toujours l'épouse qui sera là pour accompagner en fait dans les travaux. Il y aura un peu de contact qui sera fait, mais qui sera assumé par l'épouse. Enfin, c'est tout un tas de choses qui fait que il y a toujours en fait un couple en fait qui se cache derrière le statut en fait d'un seul agriculteur, quoi. Donc Derrière un grand homme, il y a toujours une femme. tout à fait. C'est ce qui se dit. Hein. Derrière l'homme, chercher la femme. Voilà. Voilà, c'est ça. On va couper. Hein. L'exploitation, elle réalise la partie comptabilité, non? Pas toujours. C'est faux. C'est faux comme idée. Non, pas forcément. Moi, j'aimerais bien. Là, on va avoir l'opposition. De moins en moins. Je pense que ça reste vrai. Ah bon? De moins en moins. Ouais. Alors, on peut plus les obliger maintenant. Hein. De manière générale, vous diriez qu'il faut être aujourd'hui deux quand on s'installe, ou le conjoint peut être sur complètement autre chose? Est-ce que c'est vivable? Mon avis personnel, c'est que là, on a parlé de diversification de l'agriculture. Mais en fait, il faut aujourd'hui diversifier son revenu et le revenu du ménage. Donc finalement, avoir un conjoint ou une conjointe qui travaille à l'extérieur, c'est une diversification du revenu du ménage. Donc on n'est pas obligé de travailler ensemble et puis tout ça, quoi. Absolument. Après, par contre, c'est bien d'être deux, c'est par rapport au cadre de vie. Quand on habite à la campagne, une ferme, parfois isolée, c'est bien de s'entendre là-dessus aussi, quoi. Après, il existe des cas où les agriculteurs habitent en plein centre-ville d'Orléans ou Montargis et vont sur leur exploitation pour aller au boulot, hein. C'est pas un problème. Mais... C'est une énorme évolution. Il y a encore 30 ans, tous les agriculteurs habitaient sur leur ferme. Voilà. Aujourd'hui, dans les jeunes qui s'installent, c'est 1 sur 2 qui habitent sur la ferme. Il y a le choix d'avoir une déconnexion entre le lieu de vie et le travail qui permet de rendre la vie conjugale un peu plus simple.
et vivable. On a un exemple dans le coin de Toury où finalement l'agriculteur a rencontré une femme sur Paris et c'est lui qui fait l'aller-retour. Voilà. Ça existe, t'as le tracteur garé à la gare à Toury des fois. Donc c'est l'extrême, mais voilà. Tout est une histoire de compromis aujourd'hui. Donc, bon, ouais, une autre idée ici, l'agriculteur n'est jamais content. Ouais, je pense qu'on peut le démentir, ça. Ah bon, donc voilà, c'est résolu. C'est résolu. Et donc, comme l'agriculteur est très franchouillard, enfin, voilà, donc... Non, c'est que quand il met le tracteur sur la route, ça se voit, quoi. Il y a ça aussi. Non mais c'était par rapport aux conditions climatiques en fait, par exemple quand il pleut trop, on entend toujours l'agriculteur il est pas content parce qu'il y a trop d'eau, quand il y en a pas assez, il est pas content parce que c'est trop sec. Voilà, c'était par rapport à ça notamment. Je vais vérifier tout de suite parce que en tant que président des GIA, j'ai eu le plaisir de bloquer un petit peu la 10 et GIA il y a un mois maintenant. Il est sorti de prison hier. On a fait ça pour une raison simple, c'est que les éleveurs du Loiret, sur 5 ans, les jeunes qui s'installent là, demain, vont perdre 100 000 euros sur 5 ans d'aide publique. C'est économiquement impossible à pallier. Il va falloir changer de modèle. Sans doute qu'une bonne partie vont être obligés d'abandonner leur production en élevage, et c'est pour ça qu'on n'était pas content, parce qu'on remettait en cause un modèle qui fonctionne et qui fait vivre nos territoires. Et je fais un parallèle pour dire que c'est pas que les agriculteurs, mais les Français, et qu'on est quand même un petit peu moins embêtants que d'autres. S'il y en a qui ont regardé les infos hier soir, on est parti pour 3 mois de grève à la SNCF. Pourquoi ? C'est pas parce qu'on ampute leurs revenus. C'est pas parce qu'on remet en cause leurs conditions de travail. C'est parce que le statut de ceux qui vont être recrutés va être changé. Je n'ai pas d'avis à donner sur le sujet. Nous, quand on n'est pas content et quand on embête les Français et qu'on essaye d'attirer l'attention des politiques, c'est parce que c'est notre survie économique qui est en jeu. Au-delà des conditions de travail, c'est notre survie qui est en jeu. Et on est de plus en plus d'agriculteurs qui arrêtent leur métier avant d'arriver en retraite parce qu'ils ne gagnent pas leur vie. Il y en a malheureusement quelques-uns qui poussent le drame plus loin, mais quand on se mobilise et quand on n'est pas content, c'est uniquement parce qu'on veut continuer à faire notre métier. On est prêt à changer de méthode, on est prêt à se former, à évoluer, il n'y a pas de souci, mais on veut juste gagner notre vie. Et quand on se mobilise, quand on embête les Français, c'est pas par plaisir ou c'est pas parce qu'on n'a rien à faire dans nos fermes, on a toujours quelque chose à faire dans nos fermes, c'est pour uniquement vivre de notre métier. Mais une fois de plus, c'était pas rattaché aux manifestations récentes, voilà, parce que bien évidemment, on est aussi conscient des difficultés que vous rencontrez. Donc on a abordé le sujet des subventions. C'est un autre, c'est un autre thème qui revient assez, qui est assez récurrent finalement, de dire que finalement on est tout le temps subventionné, que c'est notre seul revenu. Moi, j'aimerais aussi faire prendre conscience à tout le monde qu'on n'est pas le seul secteur aussi en France à être subventionné. Enfin, quand l'État décide de baisser la TVA pour la restauration, c'est une forme de subvention. Quand l'État décide de mettre une prime à la casse, c'est pour finalement maintenir 2 ou 3 constructeurs français. Énormément de secteurs finalement sont subventionnés. Et ce que je disais aussi tout à l'heure en aparté, c'est que oui, on dit que l'agriculture est subventionnée, mais parce qu'elle est aussi, cette subvention est gérée de manière européenne. Donc la lumière est mise beaucoup plus finalement sur ces subventions parce que ça concerne donc toute l'Europe et que c'est pas une politique purement nationale. Et si on est subventionné, c'est peut-être parce que on souhaiterait, nous, vendre nos produits au juste prix, sauf que le consommateur n'a peut-être pas les moyens d'acheter notre produit au juste prix. Et que l'administration préfère en fait subventionner les agriculteurs pour qu'ils baissent leur prix leurs produits, plutôt que dans le commerce, nos produits soient à leur juste valeur et qu'ils donnent une subvention à tous les citoyens pour qu'ils puissent les acheter. On pourrait voir ça aussi de cette manière-là. L'État préfère gérer 1000 agriculteurs que 10 000 citoyens qui auraient besoin donc d'une aide pour pouvoir acheter les denrées alimentaires. Je sais pas, j'essaie de...
Une chose importante, pour le coup c'est totalement une idée reçue dans le sens où c'est pas les agriculteurs qui sont subventionnés, c'est la production agricole. Et c'est un choix qui a été fait, et c'est le fondement de l'Europe. À la création de l'Europe, c'était 95% du budget européen à la PAC, aujourd'hui c'est 50%. C'est la production agricole qu'on a choisi de subventionner, dans un premier temps pour assurer la suffisance alimentaire, l'indépendance alimentaire, et dans un deuxième temps pour garantir une qualité de produit. Et aujourd'hui, on a, je le répète tout le temps, l'agriculture la plus propre et la plus saine au monde, propre environnementalement parlant, et saine en termes de qualité alimentaire. Au niveau France ou au niveau Européen et France en particulier. On a ça parce que les aides, contrairement à d'autres pays, c'est pas tu cultives 100 hectares, tu as 10 000 euros. C'est des aides qui sont conditionnées maintenant. C'est-à-dire qu'on a un cahier des charges à remplir, environnemental et sanitaire, et pour avoir ces aides, il faut remplir ces décharges. Donc ça nous force à évoluer, et c'est très bien. Et pour faire une comparaison, tant que c'est avec d'autres secteurs professionnels, aujourd'hui un agriculteur français touche 2 fois moins qu'un agriculteur européen pour la même production en volume d'aide. Et aujourd'hui, c'est un secteur qui est stratégique, comme le pétrole, comme l'énergie de manière générale, le transport, les télécommunications. L'alimentation est un secteur stratégique. Il y a trop de décideurs politiques et de citoyens peut-être qui l'ont oublié. Tous les jours, on mange, de la même manière que tous les jours, on utilise son téléphone. Donc c'est un secteur stratégique. Il y a un positionnement des grands blocs, Russie, Chine, États-Unis et Europe sur le sujet. Et il faut qu'on reste compétitif. Et pour être compétitif dans des marchés qui sont mondiaux, on a besoin d'être économiquement viable. Et malheureusement, dans la plupart des productions, sans les aides, on n'est pas économiquement viable. Et donc, ces aides sont vitales. C'est pas... La part, du coup, dans un revenu annuel, par exemple, je ne sais pas si ça peut être quantifié, mais la part qui vient des aides européennes ou autres. Aujourd'hui, la subvention peut être des fois supérieure au revenu qu'on s'octroie. Donc ça veut dire qu'on consomme de la subvention pour faire fonctionner déjà notre exploitation. Enfin, Oui, voilà. Et puis le but, c'est vraiment de garder à l'esprit que la subvention elle est là pour garantir une assiette bien remplie de produits de qualité à l'ensemble des Européens. Voilà. C'est vraiment le nerf de la guerre des subventions. Faut bien le comprendre. C'est pas pour les agriculteurs, c'est pour garantir une assiette aux consommateurs. C'est vraiment ça. Et de par mon expérience, si on parle souvent la France, voilà, on a mis le montant des subventions ouvertement sur les ordinateurs il y a quelques années. De chaque entreprise agricole. Ça a été complètement par transparence mis sur Internet. Tout le monde avait accès au montant des aides des agriculteurs. Peut savoir combien moi je touche de subventions. De par mon expérience, on est européen. J'ai eu la chance, par mon ancien travail, de voyager un petit peu en Europe de l'Est. Si on veut comparer les subventions françaises avec des subventions, par exemple, de la Bulgarie. La Bulgarie, c'est un petit pays. Il y a à peu près 50 agriculteurs qui représentent 80% de la surface agricole du pays. Ça représente, la Bulgarie, c'est quelques régions françaises, c'est pas très grand. Le plus gros agriculteur, on va dire, je sais pas si c'est un agriculteur, il possède à peu près 100 000 hectares. Ça représente 35 millions d'euros d'aide de l'Europe. C'est la même chose que nous. Il touche une aide à l'hectare. Mais vu son volume, ça fait des chiffres énormes. Il pèse dans une bascule pour le pays incroyable. Mais du coup, ça casse de la main-d'œuvre pour tout le monde. Et nous, on doit être en concurrence avec ces gens-là, vu qu'on est européens. Donc c'est vrai qu'en France, c'est un faux débat de taper sur les subventions des agriculteurs. Puisqu'à l'échelle européenne, il y a des... Enfin, c'est complètement... je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais... Aujourd'hui, on va rattacher plus d'importance... la nouvelle politique va essayer de ramener les subventions plus rattachées à l'homme. On voit qu'il y a de plus en plus maintenant de choses qui vont être en fonction du nombre de personnes qui travaillent sur une exploitation. Et de diminuer cette partie finalement à l'hectare. L'idée de ça, c'est d'essayer de conserver finalement un tissu social et des personnes sur le territoire. Voilà, pour éviter d'avoir ce problème. C'est le pire. Moi, de mon point de vue, c'est le pire qui puisse nous arriver en France. C'est de casser justement ça. Il y a 60% du territoire qui est en agriculture utilisé par 2% de la population des agriculteurs. C'est le pire qui puisse nous arriver, c'est de virer tous les agriculteurs. C'est de faire des grosses unités agricoles pour produire de l'agriculture de masse pour être compétitif. C'est vraiment à l'encontre de ce que la France a toujours fait. On a besoin de gens sur les territoires, de petites unités de production avec des produits diversifiés pour répondre au plus grand nombre et de répondre avec aux consommateurs avec des produits pas chers, de qualité, et des produits plus chers, de très haute qualité. Et j'ajouterais juste un point.
l'agriculture, c'est pas seulement pour avoir de beaux paysages et faire travailler Karine Le Marchand. C'est un secteur économique à part entière, dont dépend toute l'industrie agroalimentaire. Tu avais le chiffre tout à l'heure, je te laisserai le dire, Nico, du poids de l'agroalimentaire en France. Juste pour rappel, l'agriculture est le premier domaine d'économie exportateur en France. Ça représente 70 rafales tous les ans de vendus. C'est ce qui fait rentrer de la monnaie en France et qui nous évite d'avoir un déficit commercial hors norme. Il ne faut jamais l'oublier, entre guillemets, que voilà, c'est pas seulement pour faire beau, c'est un secteur économique à part entière, c'est des emplois directs et indirects extrêmement importants, et c'est tout ce que tu viens de dire sur la qualité des produits. Et donc le chiffre d'affaires global d'agroalimentaire en France. Je sais pas. Non, 170 milliards Ah, c'était tôt, ouais. de l'agroalimentaire, voilà. Alors, on va revenir un peu plus sur les produits. 10% du PIB. On va revenir un peu plus sur ce que l'agriculteur produit. Et aujourd'hui, donc une grosse tendance finalement, c'est de partir vers le bio ou la bio. Aujourd'hui, on commence à parler de la bio. On doit enlever le mot agriculture, je pense, et on voit dans les magazines aujourd'hui la bio ou la bioattitude ou donc énormément de gens pensent que c'est plus cher. À vous de débattre. Moi, mon avis perso, j'ai rencontré, je reviens du salon de l'agriculture, donc là cette fois-ci à Paris, et j'ai rencontré un brasseur qui fait sa bière. Il a le label bio, mais il m'a dit déjà l'étiquette bio, je la mets pas sur le devant de ma bouteille, je la mets derrière. Ce qui compte, moi, c'est que ma bière soit bonne et que quand les gens trouvent ma bière bonne et qu'ils retournent la bouteille, en plus elle est bio. Donc il veut que ça soit pas le premier acte d'achat, en fait, le fait que ça soit bio. Et sur sa bière, il la vendait exactement le même prix, voire même moins cher que des bières à côté de grands brasseurs que vous retrouvez partout en supermarché. Et il me disait en fait que le fait de faire de la bière bio ou non bio, ça représentait que 3 centimes sur le demi de bière. Un tiers du prix de la bière est fait par finalement la main-d'œuvre. Ensuite, il va y avoir tout le packaging, les déplacements, les salons. Donc finalement, le bio peut être plus cher. Oui, quand on prend 1 kilo de tomates par exemple, bio et 1 kilo de tomates qui est non bio. Mais dès qu'on va aller dans des produits qui vont être transformés, la valeur finalement du produit agricole de départ dedans va certainement être très peu impactante sur le prix, quoi. Par contre, si vous voulez payer plus cher, c'est parce que il y a toutes les grandes surfaces et puis tout ce qui gravite autour qui se gave au passage. Voilà, c'est mon point de vue. Non, mais je pense que c'est un bon point de vue. Aujourd'hui, c'est un faux problème, mais c'est vrai que la production bio, elle est en constante évolution. Aujourd'hui, les GMS, ils jouent pas forcément le jeu dans le sens où ils vont augmenter leur marge parce que c'est bio. Donc alors forcément le bio va se retrouver plus cher au supermarché. Tu parlais des tomates, si on prend une tomate bio marocaine qui va être plus chère qu'une tomate locale pas bio. Je comprends pas. C'est voilà. Donc après c'est plus de l'éducation du consommateur, c'est une ouverture d'esprit pour comprendre d'où vient le produit et comment il a été produit. Après le bio sorti de champ chez un agriculteur, il peut être moins cher qu'un conventionnel au supermarché. Il n'y a pas d'intermédiaire. Par contre, il faut savoir que l'agriculteur, il va bosser plus parce qu'il produit, il conditionne et il va vendre. Donc forcément, c'est bien qu'il augmente aussi son prix. Après, on peut retrouver le bio qui est acheté pas cher en sortie de champ par un grossiste, puis revendu sur un marché parisien le samedi matin, très cher. Donc voilà, c'est encore une ouverture. Il faut que le consommateur comprenne bien d'où vient en fait le produit. Après, il y a le bio. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu has-been le bio, quoi. Le bio, c'est une méthode de production. Voilà, on n'utilise plus de pesticides, plus d'engrais chimiques. Mais c'est plus le naturel. C'est un produit qui est fait au naturel. Puis il y a le local. Donc si on achète... Il faut qu'il fasse attention. En fait, le distributeur s'est emparé de cette mode du bio. Donc il fait du business avec ça. Et il le fait à tout prix. Il a pas regardé des fois le bilan carbone en fait des produits bio qu'il ramène en France. Ouais, c'est ça. Il faut savoir aussi qu'un produit qui part d'un pays et qui est considéré bio dans son pays d'origine, en France, il est obligé d'arriver bio.
Enfin, on n'a pas le droit de changer l'intitulé de ce produit-là, alors que le cahier des charges n'est pas forcément le même qui est appliqué sur l'agriculture européenne. J'ai un bon exemple dans le domaine, exactement sur la règle de l'OMC, équivalence de labellisation. Ouais, c'est les la bananes. équivalence, ouais. Les bananes bio équatoriennes, précis, les bananes bio équatoriennes ont 14 pesticides qui sont interdits aux bananes conventionnelles françaises. Donc elles sont vendues légèrement plus chères en magasin. Les gens se disent, il y a 2 centimes d'écart de prix, je vais prendre les bananes bio, c'est mieux pour moi, c'est mieux pour l'agriculteur, c'est mieux pour l'environnement. Sauf que les bananes bio équatoriennes ont des produits, des pesticides qui sont interdits sur les bananes classiques françaises. C'est du grand n'importe quoi, c'est la problématique d'avoir appliqué des règles de commerce mondiales à un domaine où c'est la santé des gens et la qualité de notre environnement qui est en jeu. Si l'Équateur a déterminé qu'en fait ces produits-là, vu les doses qu'ils mettaient, ils pouvaient considérer que la banane était bio, et ben donc nous, en Europe, on est obligé de l'accepter comme bio, même si nos règles de production pour faire des bananes bio ne sont pas les mêmes. Et donc, moi j'appelle ça de la supercherie au niveau du consommateur, quoi. Et c'est pour ça que le mode de production importe pas plus, si ce n'est moins, que la provenance du produit. Moi je dis toujours qu'il vaut mieux prendre des produits, des patates, des légumes, de manière générale conventionnelle à l'agriculteur qui est à côté de chez soi, plutôt que d'acheter du bio qui vient de l'autre bout de l'Europe ou de l'autre bout de la planète. C'est pas une garantie de produits sains. Malheureusement, il y a eu un emballement, une utilisation commerciale du bio et une déformation de l'image qu'en avaient les gens. C'est une vraie démarche que d'être dans l'agriculture biologique, qui doit être valorisée. Il y a plein de places pour les agriculteurs qui souhaitent se lancer dedans, mais la perception des gens de ce qu'est l'agriculture biologique est déformée. Aujourd'hui, on a l'impression, parfois, dans les médias en tout cas, que ce qui n'est pas bio, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour l'environnement, ça détruit des emplois, c'est les multinationales qui en profitent. C'est l'image que ça renvoie dès qu'on dit que c'est de l'industriel. C'est pas du bio, c'est de l'industriel. Sauf que c'est pas ça, du tout. Et il y a vraiment une déformation commerciale de ce qu'était le bio pour le construire en opposition de l'agriculture normale. Alors, c'est pas du tout ça. On en a quelques-uns dans la salle qui font et du bio et du conventionnel, et c'est complémentaire. Il y a de la place pour tout le monde. Et du coup, pour boucler par rapport à la question des revenus, est-ce que le bio pour l'agriculteur, on a vu pour le consommateur ça peut être un peu plus cher, mais pour l'agriculteur, est-ce que ça lui permet d'améliorer quand même ses marges, même s'il n'est pas en circuit court, même si... Moi, moi je suis bien concerné, hein. J'ai 30% de mon exploitation qui est en bio, en agriculture biologique, et je tends à augmenter cette surface. Voilà. Clairement, économiquement, les 2 dernières années, le bio, ça a été un poumon pour mon exploitation. Clairement. Après, c'est plus de travail, c'est plus de risques, parce qu'on va travailler avec, on va dire, d'autres filières. Moi, aujourd'hui, je vends, par exemple, si on prend l'exemple de mes carottes, j'ai trouvé quelqu'un sur Paris qui a créé un label qui s'appelle les goûts d'ici. En fait, ce sont des produits bio, produits à moins de 150 km de Paris. Donc lui, en fait, c'est impeccable parce qu'il vient nous chercher nos produits chez nous. Il a créé de la logistique, hein. Donc nous, ça on se détache de ça. Et puis, par contre, il prend la marque tout de suite derrière. Il s'accapare nos produits. Mais bon, en même temps, il nous paye pour ça. Et là, avec ces produits-là, les goûts d'ici, ça lui permet de fournir la restauration collective intramuros. Donc moi, j'ai une reconnaissance sur le fait que mes carottes ont été dans 95 restaurants scolaires intramuros. Donc après, lui, il joue le jeu parce qu'il a pas envie de perdre ça. Moi, parce que en opposition, j'ai aussi on va dire des industriels qui s'approchent de ma production pour essayer d'avoir toute ma production, mais à beaucoup moins cher. Alors après, c'est encore un équilibre. Le jeu, il sera là. Est-ce qu'on en fait moins, mais on le vend mieux et on le vend bien, ou est-ce qu'on tend à développer notre production en bio et on va faire des volumes énormes, et après les industriels vont rigoler comme Blédina, Liebig, voilà. Aujourd'hui, Blédina, ils cherchent de la pomme de terre bio pour les petits pots à fond partout. Donc on va s'attendre à une explosion de la production de pommes de terre bio. Le prix, il va suivre. Donc, par contre, on a tout le risque en bio. C'est vraiment une histoire d'offre et de demande. C'est l'offre et la demande. Mais par contre, on a un risque supplémentaire en bio par rapport au climat et à l'année. Donc, si on part sur des grosses productions de légumes de plein champ en bio et qu'on a une année catastrophique, on n'a pas de recours chimique pour sauver les plantes, comme tu disais très bien tout à l'heure, on risque d'avoir des rendements médiocres et pas forcément de très bonne qualité. Donc, la filière risque d'être un petit peu court-circuitée. C'est dangereux pour l'économie de la structure agricole. C'est pour ça que j'invite les gens à être le plus diversifié possible, tout en mesurant le temps passé à chaque activité.
Une agriculture 100% bio sur toute l'Europe, c'est inimaginable en cas de mauvaise année, par exemple. C'est un risque alimentaire qu'on prendrait. C'est Mais on serait dépendant. C'est quelque chose qu'on a vu en Irlande avec la pomme de terre. Voilà, enfin, j'en ai entendu parler. Voilà, il y a eu des problèmes de dorifort à l'époque, ça a tué toute la production de pommes de terre. Les gens se sont carrément expatriés aux États-Unis, quoi. Il n'y avait plus rien à bouffer, c'était la famine, quoi. Donc voilà, après il faut répondre. L'agriculteur est là pour répondre aux besoins du consommateur. Aujourd'hui, il y a une demande sur les produits plus naturels, on est là pour y répondre. Et je pense que tout engager là-dedans, ça peut être dangereux. Et voilà, il faut faire les deux. Et ce qui est très intéressant quand on utilise les techniques bio en fait sur une exploitation, c'est d'utiliser certaines techniques de rotation agronomique, de matériel pour la conventionnelle que l'on fait à côté. Ce qui nous permet de réduire notre charge en fait de produits phyto, d'apporter de l'agronomie supplémentaire, des réflexions différentes. Et ça, c'est extraordinaire parce que du coup, ça nous permet de baisser nos charges en production conventionnelle et du coup d'être plus compétitifs sur les marchés internationaux, quoi. Et on peut voir, Jean-Philippe pourrait en parler, on voit aussi l'inverse, des producteurs bio qui viennent voir ce qu'on fait en niveau conventionnel, comment on travaille nos sols et tout ça, parce que finalement, ils sont juste partis sur le fait de ne plus mettre de produits, mais ils ont oublié de gérer le sol. Donc peut-être 2-3 mots là-dessus. Ouais, mais je suis allé en fait à une réunion en fait avec le Gabor au mois de février, où là en fait on se retrouve avec des producteurs bio qui sont pas admiratifs de l'agriculture de conservation, mais qui tendraient en fait à aller vers ce type d'agriculture, parce que bien souvent en fait quand on est en bio, on va travailler son sol assez souvent pour faire du désherbage en fait mécanique, qui malgré tout en fait agronomiquement est pas la bonne chose, puisqu'on va recréer beaucoup de terre fine, on va entre guillemets boucher tout ce qui va être on va boucher en fait toute la partie de drainage naturel que les vers de terre ont pu faire. Donc en fait quelque part il n'y a pas de bonne en fait agriculture ni de mauvaise, c'est toujours en fait un compromis. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle du bio d'un côté qui apporte une garantie aux consommateurs de ne pas consommer du conventionnel, et donc de se dire en fait c'est un produit qui est sain, mais après derrière un produit qui est sain, il y a plein de définitions. Et ce qu'il y a dans le bio, il y a une chose en fait qui se perd ou qui n'est même pas consciente en fait pour le consommateur, c'est la biocohérence. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où c'est bio et que ça vient en fait tu parlais du Maroc tout à l'heure ou des choses comme ça, en fait, ça dédouane le consommateur en disant en fait je mange bio, je mange pas de pesticides, sans se soucier de savoir si le produit a fait 1000 km en camion, 2000 en avion. C'est désherbé à la main finalement, et que c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme, finalement, des conditions de travail des gens qui vont l'avoir désherbé à la main dans leur pays d'origine, quoi. Enfin, parce que il y a eu aussi un souci en fait aujourd'hui, on va dans n'importe quelle grande surface, il n'y a plus de saison. C'est-à-dire qu'en fait, vous retrouvez tous les produits de l'année à n'importe quel moment. Vous pouvez manger des fraises en fait au mois d'octobre, au mois de février. Et donc, il y a, à mon avis, en fait, de l'éducation à refaire auprès des jeunes générations pour leur dire, en ce moment, on mange tel type de légumes, tel type de fruits, et puis après, le temps viendra pour manger en fait les produits de saison, et puis attendre en fait de manger des fraises. Comme tu disais tout à l'heure que juste manger bio, c'est has-been. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il faut aller au-delà de juste manger bio, il faut manger correctement, diversifié, naturel et local, dans les bonnes saisons. Et là, je pense qu'il y a énormément à faire au niveau des consommateurs. C'est pas toujours facile pour le consommateur. Manger local. Déjà de s'y retrouver. Ouais. Non, mais après, ça dépend de manger local. Il parlait de ces carottes qui vont jusqu'à Paris. Finalement, ça dépend. Chacun met sa frontière où il veut, quoi. Si 150 km autour de Paris, c'est local, voilà. Et je peux pas les vendre à Super U parce que les politiques de distribution, c'est une centrale d'achat, c'est un produit lavé, c'est un produit conditionné, c'est un produit. Voilà, je suis obligé de vendre. Si je veux vendre mes carottes à Super U à 1 km de chez moi, il faut que je les vende à la centrale d'achat. Ça va faire 400 km de camion pour revenir un mois après, quoi. Donc, je préfère travailler à Rungis, j'arrache la veille, c'est livré le lendemain. On a une fraîcheur dans le produit. Voilà, même s'il y a un coût de transport de 100 km, quoi. Et sur les carottes, par exemple, il faut aussi se méfier de la manière dont c'est packagé. Parce que il existe aussi des techniques où ils ressalissent les carottes pour faire croire qu'elles sortent directement du champ, quoi. On peut nous imposer de les laver pour les ressalir après, quoi. Ouais. C'est un truc de fou. Ils mettent un peu de tourbe ou ils mettent un peu de truc dessus et voilà.
De toute façon, quand le marketing se mêle de quelque chose, Ça... Justement, Je voudrais qu'on ouvre aussi un peu le débat, parce que je pense que, on a brossé quelques Pourquoi questions. c'est pas facile de trouver de manger en fait localement ou de trouver des produits locaux? Non, mais ça c'est une réflexion très très personnelle, hein, parce que moi je sais que c'est une démarche qu'on a fait au niveau de mon foyer il y a très très longtemps déjà, et mon épouse qui fait les courses, elle me dit ici, mais elle me disait déjà ailleurs, c'est à certains moments très compliqué de trouver des légumes, surtout si on va en supermarché, qui soient originaires du secteur, quoi. Alors qu'on connaît les secteurs de production, on sait qu'il y a des producteurs pas loin. Ou alors il faut faire la démarche d'aller faire le tour pour tout le monde, voilà. Ou aller au marché. Ouais, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des grandes surfaces, la grande distribution, qui centralisent tout. Pourquoi il y a moins de bouchers, moins de boulangers, moins d'artisans? Parce qu'ils regroupent tout. Les gens, par praticité, commodité, vont au supermarché et ils n'ont pas envie de faire 4-5 arrêts pour récupérer des produits de qualité chez différents artisans, dont les agriculteurs en circuit court. Donc c'est un problème plus général d'éducation, quoi. Certaines grandes surfaces, en fait, ils sont aussi en train de prendre conscience du problème. Ils sont en train de vouloir recréer chez eux ce qu'on avait dans le centre-ville il y a quelques années avec tous ces artisans. Parce qu'il n'y a plus de place pour se garer dans les centres-villes ou tout ça, où on est juste du piéton. Aujourd'hui, les supermarchés, il y a quelques années, vendaient de tout, vendaient de la vaisselle, vendaient de l'alimentation, vendaient les draps, vendaient tout ça. Aujourd'hui, ils ont vraiment très peur de ça parce qu'il y a des concurrents sur Internet, Amazon pour ne pas le citer, qui vont s'occuper de tout ce qui n'est pas finalement dans le panier, tout ce qui est pas frais. Donc certains supermarchés veulent aujourd'hui revenir sur le métier de base, remettre des bouchers dans leur boucherie, remettre des vrais boulangers plutôt que de tout ce... Il y a une évolution qui va se faire aussi les supermarchés qui ne changeront pas. Déjà, ouais. dans les plus petits, il y en a déjà Voilà. des bouchers, des boulangers qui Donc, sont revenus ça, et c'est un réintégrés. témoignage de Super U. Et il y a toutes les grandes marques nationales font des essais aujourd'hui avec des magasins où il n'y a plus de libre-service, où ils ne mettent que des artisans avec des comptoirs. Ils recréent un centre-ville dans le magasin. Et ils en ont tous essayé plusieurs dans plusieurs coins de la France pour voir l'impact que ça avait. Parce qu'ils savent que oui, d'ici 10 ans, tout ce qui n'est pas périssable sera au moins acheté sur Internet, pas forcément récupéré sur Internet, mais acheté sur Internet. Et ils savent qu'ils doivent évoluer. Et je préciserai juste sur la commercialisation et le fait de ne pas vouloir faire le tour des producteurs. Il y en a qui ont le temps, il y en a qui n'ont pas le temps, ça se comprend tout à fait. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent partout, soit portées par des collectivités. C'est le cas à Orléans, ils ont un marché de semi-gros. Porté par des collectivités, il y a un beau projet à Sully où la collectivité va acheter un terrain, modifier le bâtiment qu'il y a dessus, et dedans il va y avoir plusieurs dizaines de producteurs qui vont se regrouper pour vendre leurs produits. Il y a le modèle qui existe, qui est pour le coup privé, porté par une coopérative d'agriculteurs en Alsace, un ancien Lidl qui a été racheté par des agriculteurs pour vendre en direct leurs produits. Donc ça nécessite d'avoir une variété de produits qui soient attractifs, notamment en viande et en produits laitiers, c'est ce qui est le plus compliqué à stocker, à gérer. Et il y a plein de petits producteurs qui accueillent les produits de tous leurs voisins, que ce soit en vente à la ferme ou en vente en libre-service en centre-ville. Nous, dans le Pithiviers, on n'a pas de boutique en commun, mais quasiment tous les producteurs ont une dizaine d'autres produits que les leurs, qui permettent de simplifier un petit peu la vie du consommateur. Il faut sans doute le pousser plus loin, mais il y a plein d'initiatives qui existent et je pense que ça va rapidement évoluer, parce qu'on sait que la demande est là, et que nous, ça nous permet de gagner un petit peu notre vie plus correctement qu'avec des intermédiaires. Au début de notre intervention, on parlait de la formation. Faut pas oublier que on vous a brossé là, toutes les possibilités qu'avait l'agriculteur finalement pour se diversifier. Mais c'est pas forcément ce qu'on a appris à l'école. Dans ma génération, on avait vraiment appris à produire. Encore, la tendance était déjà il y a 15 ans à changer, quoi. Mais donc ça veut dire que les agriculteurs qui ont monté ces magasins et tout ça ont dû forcément suivre des formations. Donc pas forcément la formation derrière une chaise et tout ça, mais c'est rencontrer des gens, c'est aller voir ailleurs comment ça se passe. Tout ça, ça fait partie de la formation. Donc voilà, l'agriculture a vraiment bougé et aujourd'hui, un agriculteur n'est plus forcément qu'une personne qui va juste produire. Il faut qu'on prenne en main une partie de la commercialisation. D'autres questions dans le public ?
Non. Et les jeunes, c'est vous, là, la nouvelle génération, là. J'avais une remarque, moi, sur le bio. On parlait de ça tout à l'heure. Et on parle tout le temps dans les médias. Il y a une dame sur France 2 qui en parle souvent, des pesticides. À chaque fois que on a une manière de dramatiser les choses, les médias, et quand ils parlent des résidus, on parle des nitrates tout à l'heure, en effet, c'est pas bon pour l'environnement. On parle des résidus de pesticides dans le raisin, dans le vin, dans les légumes ou dans les céréales. C'est pas parce qu'il y a des résidus que c'est dangereux. C'est comme les particules fines. Vous savez, on parle souvent des pics de particules fines. Et on dit que quand il y a un pic, il faut réduire la consommation, circulation alternée. En Chine, ils portent des masques. Mais des particules fines, il y en a en permanence dans l'atmosphère. Il y a juste que s'il y en a de trop, c'est dangereux pour la santé. Et ben, les pesticides, les résidus de pesticides, pour être plus exact, c'est exactement la même chose. Le corps a une capacité à en absorber, à en traiter, à certains seuils. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des seuils et qu'à partir du moment où c'est mis sur le marché, où c'est commercialisé, c'est-à-dire qu'on est en dessous de ces seuils. Il y a suffisamment de contrôle aujourd'hui en France sur les produits finis pour pas qu'il y ait d'erreurs. Et c'est important de comprendre que c'est pas parce qu'il y a des résidus de pesticides que c'est dangereux pour la santé. C'est l'excès, c'est toujours l'excès qui est dangereux, comme n'importe quel produit ou n'importe quel danger. Et on est en France comme en Europe, la zone dans le monde où il y a le moins d'intoxication alimentaire, que ce soit d'intoxication liée à des produits chimiques ou une intoxication parce que le produit n'est pas bon pour la santé. Et le cas le plus criant, c'est l'intoxication aux graines qu'il y avait en Allemagne. C'était pas des graines conventionnelles où il y avait des résidus de pesticides. C'était des graines bio qui étaient malades, pour simplifier. Donc faut pas caricaturer et dire que le bio est sain et que le conventionnel ne l'est pas. C'est ce que résument trop souvent les médias, mais c'est pas le cas. Un autre débat qui a fait vraiment la une il y a à peu près 6 mois de ça, c'était le Roundup. Le Roundup, le combat des agriculteurs français, et pour ceux qui souhaitaient maintenir le Roundup, c'est parce que on en fait une utilisation qui est complètement différente de ce qui est fait outre-Atlantique. En outre-Atlantique, en fait, ils ont une politique avec des OGM qui résistent au Roundup, donc ça leur permet de traiter sur la culture qu'ils vont récolter avec du Roundup. Chez nous, comme il n'y a pas de OGM, on ne peut jamais traiter la culture qu'on souhaite récolter avec le Roundup, sinon la culture meurt. Donc le Roundup n'est pas directement en contact avec toutes les cultures qu'on va avoir. Et ce qui nous pose problème, c'est que finalement, avec le libre-échange, on va se retrouver avec ces produits-là comparés aux nôtres, alors que la pratique d'origine n'est pas la même. Oui, il y a eu sur cette parcelle-là utilisation de Roundup, mais pas au même moment, pas de la même manière, et puis pas sur les... Au-delà de ça, on va acheter des produits avec des résidus de glyphosate pour consommer ou transformer chez nous, et nous on va exporter des produits où il n'y a pas de résidus de glyphosate. Ouais. Mais le meilleur exemple, c'est le soja. Aujourd'hui, 98% du soja consommé en France, que ce soit par l'homme ou par les animaux, est du soja importé principalement Amérique du Nord, Amérique du Sud, qui est uniquement du soja OGM qui coûte 20 à 30% de moins à produire, donc qui est forcément moins cher à l'achat. C'est pour ça qu'on en importe et qu'on n'a pas une grosse filière en France. Le seul avantage du soja, il y a des OGM qui ont moins de besoin d'eau, etc. Le seul avantage du soja OGM, c'est d'être tolérant au glyphosate, justement. Moyenne aux États-Unis l'année dernière, c'est 14 passages de glyphosate sur le soja. 14 sur la culture. Nous, notre soja conventionnel, qu'on fait en France, sans OGM, il est en concurrence face à ces produits-là. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à développer une filière, à être indépendant, parce que nécessairement, on coûte plus cher à produire. Et tant qu'on n'aura pas de normes à l'importation, je parle pas de mettre des tarifs douaniers, je parle juste de dire c'est le même cahier des charges que nous, on l'importe, c'est pas le même cahier des charges que nous, on l'importe pas. C'est aussi simple que ça. Si on veut préserver la santé du consommateur, et nous on est prêt à se passer de beaucoup de produits phyto, voire même à terme de la totalité, tout ce qu'on demande c'est que le consommateur ait toujours la même qualité, et donc que les produits importés aient les mêmes règles que ceux qu'on applique. On va conclure cette... Oui,
Je crois que vous mettez l'accent sur quelque chose de très important. L'année dernière, il y a eu 87 émissions à la télévision publique à charge contre l'agriculture, sans qu'à ma connaissance, il faut citer une journaliste, il y en a pour beaucoup, mais il n'y a pas qu'elle, mais sans qu'on ait la manière de la contradiction. Je crois que on a vraiment perdu la guerre de la communication, et on le voit même chez nos proches, même dans nos familles, où on a du mal à expliquer ce que vous venez d'expliquer. Je crois qu'il faudrait que vous, les jeunes agriculteurs, vous manquiez pas ce que nous, on a manqué dans notre génération, et qu'enfin on essaye d'avoir des temps d'antenne, de la communication pour expliquer ce que vous venez d'expliquer. Voilà, nous on comprend parce qu'on est sûr que c'est la vérité, mais on a du mal à expliquer ça chez des gens qui sont pas dans le métier. Et pour rebondir là-dessus, aujourd'hui, l'agriculture, enfin les agriculteurs sont de plus en plus communicants et expliquent leur métier. Alors via les réseaux sociaux, je pense à Twitter, Facebook essentiellement, et aussi par des chaînes YouTube qui sont extrêmement, qui sont très très regardées. On a l'exemple dans le coin, on a un agriculteur sur Châtillon-Coligny, Gilles VK, qui retranscrit toutes les semaines, tous les samedis midi, il retranscrit une activité qu'il a faite sur sa ferme dans la semaine, et il l'explique au grand public. Je sais plus, il a 10-12 000 abonnés, je crois, et c'est extrêmement vu, et la communication, je pense qu'aujourd'hui c'est hyper important, et tous les agriculteurs doivent essayer de communiquer. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure, là, le concert rock à la ferme, il y a des expos de peinture qui peuvent se faire à la ferme, il y a plein de choses, des fermes ouvertes. Enfin, moi, pour ma part, nous on accueille des classes de petits élèves, et on a fait aussi la fête des moissons. On a invité tous nos voisins, on leur a dit on se met à poil, allez-y, on vous posez toutes les questions que vous voulez, et on leur a payé à manger. Alors, c'est facile, nous on fait de l'œuf, donc on a fait une petite omelette salade, des petites crêpes en dessert, et on attendait 50 personnes, on a eu 110 repas. Et je pense que c'est important, et tous les agriculteurs, alors à leur échelle, mais une petite photo, une petite photo sur Insta ou sur Twitter de son quotidien, de dire tiens, là aujourd'hui, premier rapport d'azote pour nourrir mes blés par exemple, paf, une petite photo, un machin, on explique ce qu'on fait simplement, quoi. Voilà. Et je pense que ça c'est important, et vous les jeunes, c'est encore plus facile pour vous êtes nés avec un téléphone, moi moins, et puis la génération d'avant encore moins, mais je pense que c'est important, il faut le faire, quoi. Juste pour remettre dans le contexte sur le fait de communiquer à la population, pendant très longtemps en France, les décisions politiques concernant l'agriculture, c'était de la cogestion totale, comme la Sécu l'était il y a encore pas si longtemps. Et donc la profession, les représentants de la profession avaient autant, si ce n'est plus de poids que les décideurs politiques. Et donc il n'y avait pas cette nécessité de sensibiliser la population à nos problématiques et aux enjeux de l'agriculture, parce que finalement la population et le politique n'intervenaient pas ou très peu dans les décisions qu'on prenait, qui étaient des décisions internes à la profession et qui faisaient loi. Ça a rapidement évolué depuis 92, où le politique a pris de plus en plus de place et les représentants de la profession de moins en moins. On est passé dans un système beaucoup plus administratif, et on est revenu dans le droit commun en fin de compte. Et on a mis trop longtemps à comprendre que pour que les politiques écoutent nos attentes, il fallait parler à la population, et qu'il fallait sensibiliser la population à ce qu'est notre métier, ce que sont les enjeux et comment on pratique. Et même une fois qu'on a compris cet enjeu-là, on a eu peur justement de ces 87 reportages, peur de dire que oui, il faut des phytos si on veut produire autant qu'aujourd'hui, si on veut produire au même prix. Et on s'est, dans un temps, c'est plus le cas maintenant, mais dans un temps, restreint à montrer des vaches dans les champs et des petites fleurs dans les prés. C'est très bien, mais on a trop idéalisé nous-mêmes l'image de l'agriculture, et on n'a pas assez montré, que les bâtiments de bovins, on n'a pas assez montré les élevages de poulets, et il y a eu une déconnexion qui s'est organisée, en grande partie de la faute de la profession, entre ce que les gens ont dans leur assiette et ce que nous on a dans nos champs et dans nos bâtiments d'élevage. Et les gens, ça revient un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup comme Cédric et comme d'autres qui font le boulot, mais ne connectent plus que pour avoir des nuggets à McDo, il faut faire du poulet en grand volume, et que pour faire du poulet en grand volume, on met pas une poule tous les 10 mètres carrés, c'est pas des élevages de 15 poules. Il y a une déconnexion du sujet. Et les gens, et c'est là le plus grand enjeu, et il est compliqué, et malheureusement les médias n'y mettent pas le temps nécessaire, c'est pour ça qu'il faut communiquer directement avec les gens.
c'est que si nous, on tape de trop sur nos productions nationales, on va importer les produits qui sont élevés et produits dans des conditions bien pires que ce qu'on a chez nous. Juste pour un exemple sur la volaille, Cédric me corrigera, aujourd'hui on produit moins de volailles en France qu'aux Pays-Bas. C'était l'inverse il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on produisait 2 fois plus de volailles en France qu'aux Pays-Bas. La production nationale a diminué, les Pays-Bas ont augmenté. Ils exportent 9/10 de leur production de volailles. Nous, on en importe aujourd'hui. Et donc, c'est pas le fait de surnormer en France qui fera qu'on améliorera la qualité du produit fini. Ni de l'environnement. L'environnement, c'est un problème mondial, c'est pas un problème national. Et c'est compliqué à expliquer. Et derrière ça, on détruit des emplois. Alors, c'est moins visible qu'une usine qui ferme. Mais au final, c'est beaucoup plus d'emplois. C'est un abattoir qui ferme. Localement, quand c'est des intermédiaires. Quand c'est des agriculteurs, ça ne se voit pas. Là, le Mercosur, on l'a déjà dit, mais on le redit. Le Mercosur, donc la capacité d'importer du bœuf d'Amérique du Sud, c'est 20 à 30 000 emplois agricoles, pas agroalimentaires, agricoles, de détruits en France ou en Europe d'ici 5 ans. 20 à 30 000 emplois. Alors ça parle moins qu'une usine Saint-Gobain qui ferme où il y a 110 emplois. Là, ça fait le une des JT. Nous, c'est éparse. Ça se voit pas encore. Ça viendra sans doute où on verra des zones entières de certains départements en friche. C'est pas encore le cas. Mais on n'arrive pas à bien communiquer encore sur le sujet. On va conclure. Et moi, je voulais juste un petit mot, en fait, que voilà, l'acte d'achat, l'acte que vous faites finalement quand vous allez acheter dans le supermarché, c'est comme un bulletin de vote, c'est vous qui décidez finalement de comment l'agriculture sera faite demain, voilà, en fonction de comment vous allez consommer.